Chunk One, en 2000. Ouais, eh bien, elle doit être dans un état terrible. Voyons quel temps il fait. Je vais vous dire le temps qu'il fait ici. En 1995, Soupy Sales est tombé dans un escalier cassé lors des Emmy Awards. La blessure ne s'est jamais guérie et les infections n'ont cessé de revenir jusqu'à sa mort. Mais cette chute n'était pas la tragédie qui a détruit sa vie. Des années plus tôt, il travaillait 11 heures par jour jusqu'à ce que sa femme le quitte après 29 ans. Ses fils le connaissaient à peine. L'un a failli mourir d'une overdose de cocaïne. L'autre est devenu ce qu'il appelait un junkie professionnel pendant des décennies. L'homme qui a fait rire des millions d'enfants n'a pas pu sauver sa propre famille. Et la vérité est encore pire que cela. Milton Sutman est né le 8 janvier 1926 dans une petite ville appelée Franklin, en Caroline du Nord. À l'époque, la ville ne comptait qu'environ 120 à 2500 habitants. Ses parents, Irving et Sadie Sutman, étaient des immigrants juifs. Son père venait de Hongrie en 1895 et sa mère est née à Baltimore en 1897 de parents juifs russes. Il possédait un petit magasin appelé Wonder Department Store, où il vendait des produits secs. Milton a grandi comme le seul enfant juif de toute la ville, entouré de baptistes stricts, ce qui lui a donné l'impression d'être un étranger dès le début. Il avait 2 frères aînés. Léonard est né en 1918 et Jack est arrivé en 1920. Il y avait aussi eu un autre frère, mais il est mort en 1916 alors qu'il était bébé. L'enfance de Milton a été façonnée par cet isolement, et cela se retrouverait plus tard dans sa façon de faire de la comédie. Mais la partie la plus troublante de ses premières années était que le magasin de sa famille vendait les draps blancs utilisés par le Ku Klux Klan pour leurs robes. Soupy a plaisanté plus tard en disant que son père fournissait tous les draps nécessaires au Ku Klux Klan local, transformant quelque chose d'horrifiant en une blague noire. Ce qui a aggravé la situation, c'est que le clan détestait les Juifs. Ainsi, alors qu'ils étaient pris pour cible, ils aidaient sans le savoir les personnes mêmes qui les méprisaient. Cette contradiction a hanté Milton et a contribué à façonner sa façon de gérer la haine en la transformant en quelque chose dont il pouvait rire. Vers l'âge de 10 ans, il s'est passé quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Chunk 2. Un jour, au cinéma local, un homme noir dans la section réservée aux Noirs a été prié de partir parce qu'il fumait. Le gérant, M. Brown, a essayé de le faire sortir. Mais l'homme l'a poussé, Brown est tombé et est mort. L'homme a été arrêté, mais la nuit même, le clan l'a sorti de prison et l'a pendu à un poteau téléphonique en plein centre-ville. Milton a tout vu. Il a dit qu'il pouvait encore imaginer le corps de l'homme, même la cigarette encore accrochée à sa bouche. Plus tard, certains documents ont indiqué que cela aurait pu se produire en 1919, mais Milton a cru ce qu'il avait vu. Et cela a laissé une cicatrice. Voir quelque chose comme ça si jeune a changé sa façon de voir le monde pour toujours. Puis vint le plus grand coup dur. Le 23 septembre 1931, alors que Milton n'avait que 5 ans, son père Irving est décédé d'une crise d'asthme. Il n'avait que 41 ans. Milton n'avait que 2 souvenirs de lui. Une fois, il lui a donné un dime alors qu'il se rendait à un pique-nique. Et une autre fois, son père a simplement dit « Bonjour, comment allez-vous » et il a répondu « Je vais bien ». C'est tout ce qu'il avait. Son père a été enterré à Baltimore. La perte de son père si jeune a donné à Milton un sentiment de solitude que la plupart des gens ne peuvent sans pas comprendre. Et cela a planté les premières graines de la raison pour laquelle il avait toujours besoin d'être aimé, moqué ou remarqué. Et cela s'est produit en pleine Grande Dépression, alors que tout s'effondrait déjà pour les familles à travers l'Amérique. En 1934, lorsque Milton avait 8 ans, sa mère a épousé un nouvel homme nommé Felix Goldstein. Il vendait des pantalons de ville en ville à travers la Virginie occidentale, le Kentucky et l'Ohio. Ils ont tous déménagé à Huntington, en Virginie occidentale, qui comptait environ 75 000 habitants. Sadie y a rouvert son magasin et quelque chose d'inattendu s'est produit.
Félix est devenu très proche de Milton. Léonard, le frère aîné, a dit que Félix et Suppy étaient comme les meilleurs amis du monde. Félix disait souvent « Raconte-moi des blagues, divertis-moi ». Et Milton l'a fait. C'était le début de sa performance, non pas pour une foule, mais pour quelqu'un qu'il aimait. Félix l'a poussé à poursuivre une carrière dans le divertissement, plutôt qu'un emploi régulier comme ses frères aînés. Milton a obtenu son diplôme d'études secondaires à Huntington en 1944, et c'est là qu'il a acquis son sens du timing et de l'humour. Mais la tragédie ne l'a pas laissé tranquille longtemps. En 1950, Félix a été tué dans un accident de voiture. Chunk 3. Milton était dévasté. Il a perdu 12 dollars pendant un peu plus d'une semaine. La perte de 2 pères Sassa comme ça, un enfant et un jeune homme, a laissé des fissures permanentes dans son cœur. Juste après le lycée, il s'est engagé dans la marine et a servi sur l'USS Randall. C'était un énorme navire de transport utilisé dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 25 mars 1945, ils atteignent Iwo, quelques jours seulement après le début de la bataille. Suppy a aidé à décharger les soldats et a emmené les blessés à Guam. Mais pendant que d'autres transportaient des civières, Suppy divertissait également l'équipage. Il utilisait le système de sonorisation du navire pour faire des sketchs. C'est alors qu'il a inventé son célèbre personnage vocal, White Fang, en utilisant un bruit de chien effrayant tiré d'un vieil enregistrement du chien des Baskerville. Il y avait plus de 2000 hommes sur le navire et il leur a donné de quoi rire, alors que tout autour d'eux était d'un sérieux mortel. Ce même navire a ensuite été utilisé dans des essais de bombes atomiques à Bikini Atoll, ce qui en fait l'une des affectations les plus inoubliables de l'histoire de la marine. Après la guerre, Suppy est retourné à Huntington et a fait quelque chose que la plupart des comédiens n'ont jamais fait. Il a obtenu une maîtrise en journalisme du Marshall College, tout en étudiant de 1946 à 1948. Il a également travaillé dans des boîtes de nuit, en faisant du stand-up, en chantant et en dansant pour payer ses frais de scolarité, qui étaient d'environ 200 dollars par semestre. Pendant cette période, il a créé plus de 50 routines originales. Il apprenait à penser vite, à parler vite et à écrire vite. Sa formation en journalisme l'a aidé plus tard à écrire des scénarios et des sketchs radiophoniques. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler à la station de radio WH10, où il écrivait et animait des émissions pour 35 $. Par semaine. Il se produisait également les week-ends dans des clubs pour un supplément de 15 $ par nuit. C'est ainsi qu'il a bâti à la fois son argent et son nom. Le 8 juin 1950, il épouse Barbara Fox. Ils sont restés mariés pendant 29 ans et ont eu 2 fils, Tony et Hunt. Tous deux sont devenus plus tard des musiciens rock célèbres. Tony jouait de la basse et Hunt de la batterie. Ils ont travaillé avec David Bowie et Iggy Pop dans un groupe appelé Tin Machine à la fin des années 1980. Ils ont également joué sur de grands albums et ont fait des tournées mondiales. Même si le travail de Suppy à la télévision l'a tenu occupé, avec plus de 260 émissions par an à son apogée, la famille est restée forte jusqu'à ce qu'elle divorce finalement le 27 août 1969. Barbara a reçu environ 500 000 $ lors du divorce, ainsi qu'une partie des redevances de son travail à la télévision. Quelques mois plus tard, le succès de son fils a ramené son nom sous les projecteurs. Chunk 4. La première grande chance de Suppy dans le divertissement s'est produite à la radio WHTN en 1950. Il faisait tourner des disques le jour et racontait des blagues dans des clubs la nuit. Il a appelé son émission de radio Sup Soda Shop et elle a connu un tel succès qu'il a été élu garçon le plus populaire du lycée, même s'il avait déjà obtenu son diplôme. Ces sketchs à la radio contenaient de la musique, de la comédie et des sketchs intelligents. Il était déjà en train de développer un style qui a fait de lui une légende de la télévision. Ses spectacles de comédie en temps de guerre.
sur le navire de la marine lui ont donné la confiance nécessaire pour se produire n'importe où. Puis, en 1953, il a déménagé à Détroit pour travailler à la chaîne de télévision WXYZ Canal 7. Ce déménagement a tout changé. Il a créé une émission d'heures du déjeuner appelée 12 Comics, plus tard connue sous le nom de Lunch with Soupy Sales. Elle était diffusée juste au moment où les enfants étaient à la maison pour le déjeuner, et c'était fou. Il a même emmené une fois l'équipe de tournage de l'autre côté de la rue, sur la pelouse de la bibliothèque, pour parler à des étudiants au hasard, ce que personne ne faisait à l'époque. Son émission était entièrement improvisée, sans scénario. Elle avait une énergie folle. Frank Sinatra a même demandé à recevoir une tarte à la crème sur le visage. Il a inventé des personnages comme White Fang, le chien le plus méchant, et Black Tooth, le plus gentil. Mais on ne voyait jamais leur visage, seulement des bras et des pattes derrière des portes. C'est devenu l'émission la plus appréciée de Détroit. 2 mois plus tard, le 10 novembre 1953, il a commencé une autre émission appelée Soupon. Elle était diffusée tard dans la nuit et était axée sur le jazz en direct. Détroit comptait environ 24 clubs de jazz à l'époque, en particulier dans Paradise Valley avant sa démolition en 1959. Soupy a invité des légendes comme Miles Davis, Duke Ellington, Billie Holiday, Charlie Parker et Louis Armstrong. Miles Davis est apparu 6 fois, séjournant souvent au Bluebird Inn. Soupy pensait que son émission avait maintenu le jazz en vie dans la ville. Les artistes vendaient même des clubs simplement en y participant. Son groupe comprenait Joe Messina et Jack Brokenshaw qui ont plus tard fait partie du son Motown. Un moment de soupant est devenu inestimable. En 1955, le génie de la trompette de jazz Clifford Brown est apparu dans l'émission. Il est décédé dans un accident de voiture 1 an plus tard, à l'âge de 25 ans. Cet épisode est peut-être le seul enregistrement vidéo de lui jamais enregistré. Des années plus tard, Ken Burns a utilisé ce clip dans son documentaire sur le jazz, et Soupy a dû fouiller dans des mois de vieux enregistrements juste pour le trouver. Chunk 5. Clifford Brown était propre, brillant et surtout ignoré par les grands réseaux. Mais Soupy avait capturé quelque chose que personne d'autre n'avait fait. En 1953, autre chose s'est produit. En raison de la popularité de ses émissions, Soupy a signé un contrat de télévision qui lui rapportait plus de 100 000 $ par an. C'était une somme énorme à l'époque, valant environ 1 million de dollars aujourd'hui. Il animait 3 émissions à la fois et est devenu l'artiste de télévision locale le mieux payé du pays. En octobre 1953, quelque chose d'inhabituel a commencé sur la chaîne 7 à Détroit. Un homme nommé Milton Supman, qui est devenu plus tard connu sous le nom de Soupy Sales, s'est tenu devant une caméra en direct à WCYZ-TV. Il n'avait pas de scénario, pas de répétition, juste un pull, un sourire et un esprit plein de chaos. L'émission s'appelait 12 Comics, mais elle a rapidement changé pour devenir Lunch with Soupy Sales. En peu de temps, il gagnait 150 000 $ par an grâce à 3 émissions différentes diffusées sur la même station. C'était beaucoup d'argent pour les années 1950. Les enfants ont adoré. Les adultes ont ri aussi. Il n'y avait pas de règles. Parfois, ils dansaient le Soupy Shuffle. Parfois, ils couraient de l'autre côté de la rue jusqu'à la bibliothèque publique de Détroit et interviewaient des enfants au hasard. Ce n'était pas comme la télévision. C'était comme la vraie vie, et Détroit n'en avait jamais assez. Mais la magie ne venait pas seulement de Cy. Elle venait de ses amis à fourrure. Il y avait White Fang, une énorme patte blanche qui ne faisait que grogner, et Black Tooth, une patte noire qui embrassait 6 hors caméra. Puis est venu Pookie le Lion, qui traînait dans une fenêtre et disait des choses bizarres comme « Hey Bobby, tu veux un baiser? » Au début, Pookie se contentait de siffler. Plus tard, il a synchronisé ses lèvres sur Funny Records. Toutes les voix provenaient de Clyde Adler, qui courait dans les coulisses en changeant de personnage et ne montrait jamais son visage, seulement ses avant-bras. Le 4 juillet 1955, l'émission est devenue nationale.
ABC l'a transformée en un succès du samedi et les enfants de tout le pays ont commencé à la regarder. De grands noms comme Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et Tony Curtis se sont présentés et ont reçu des tartes à la crème sur le visage. Sinatra n'était pas trop cool pour ça. Sammy Davis Jr. non plus. Jones ça. En fait, il n'arrêtait pas de revenir. Les tartes à la crème ce n'étaient plus seulement des gags. Elles sont devenues quelque chose de plus. Des symboles de plaisir dans un monde qui devenait sérieux. À ce moment-là, Suppi avait lancé plus de 20 000 tartes à la crème au cours de sa carrière. Certains disent que c'était même plus près de 25 000. Chacune avait une méthode. Certaines étaient directement sur le visage. Certaines atterrissaient sur le sommet de la tête, d'autres frappaient par derrière. Une fois, une tarte congelée a frappé son cou pendant une émission en direct et l'a fait tomber au sol. À partir de ce moment, des règles de sécurité ont été ajoutées, mais Suppi n'a jamais arrêté. En octobre 1959, ABC l'a muté à Los Angeles et a gardé l'émission à midi. Suppi a ajouté plus de musique, en particulier du jazz. Pendant que les enfants le regardaient rire et lancer des tartes à la crème, les adultes remarquaient la musique. Duke Ellington, Charlie Parker, Billie Holiday Day, Louis Armstrong et Miles Davis se sont tous présentés. Davis était venu 6 fois. Les seules images connues de Clifford Brown proviennent de l'émission de SUP. Même Ken Burns a utilisé ce clip plus tard. Les clubs de jazz de Détroit ont déclaré que les affaires avaient repris après l'apparition de leurs musiciens sur la scène de Suppi. C'était censé être une émission pour enfants. Elle se transformait en quelque chose de plus grand. En 1964, il a lancé une nouvelle émission depuis WNU TV à New York. Elle a atteint des millions de personnes. Cette année-là, il a inventé la Mouse Dance. C'était simple, il suffisait de remuer les oreilles. Mais l'engouement s'est répandu rapidement. En 1965, les fans faisaient la queue autour du pâté de maison à l'extérieur des studios de NBC juste pour voir s'y danser. Son nombre de tartes à la crème continuait d'augmenter. Il était maintenant la personnalité de télévision la mieux cotée à New York. Le 9 mai 1965, il est apparu dans What's My Line en tant qu'invité mystère et a déjoué tout le jury. Chunk 7. Cette même année, il est devenu un panéliste régulier de l'émission, y restant pendant plus de 100 épisodes entre 1968 et 1975. Les producteurs ont dit que Suppi connaissait tout le monde dans le show business et ses réponses rapides ont maintenu l'émission en vie. C'était une facette de lui que beaucoup n'avaient jamais vue auparavant. Sont intelligentes, vives, rapides. Cette même année, en mai 1965, le tube de danse de Suppi, The Mouse, a atteint la 66e place du Billboard Hot 100. L'album s'était vendu à 250 000 exemplaires rien qu'à New York avant de se répandre dans tout le pays. Il a atteint la 66e place du palmarès de fin d'année Billboard 200. RCA l'a engagé. Motown a suivi. En 1969, il a sorti Mock-Arty Park, une parodie de MacArthur Park. Tout cela provenait de ses spectacles en direct. Denny Randall avait vu l'énergie et a écrit la chanson juste pour lui. Puis vint 1966. Sinatra a visité l'émission, pas seul, mais avec Sammy Davis Jr. et Trini Lopez. Ils ont fait un sketch intitulé The Waiter. Frank Sinatra, le roi cool de Vegas, a supplié de se faire tartiner de crème. Ce qui s'est passé ensuite était inoubliable. Le Rat Pack et Sy se sont lancés dans une bataille de tartes à la crème en bonne et due forme. C'était comme si les Three Stooges avaient rencontré les rois du cool. Sinatra a ri jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Cette même année, ils ont réédité les premiers disques de Suppi de reprise, le label sur lequel Sinatra l'avait signé en 1961. Plus tard, en 1965, Suppi a interprété The Mouse au Ed Sullivan Show juste avant l'arrivée des Beatles. Même Ed Sullivan s'est joint à la danse et a remué ses oreilles. Suppi a fait au moins 3 apparitions dans cette émission.
En 1965, il était dans Alaloo avec Jack Jones et Roosevelt Greer. Il était clair maintenant que Soupy n'était plus seulement pour les enfants. Mais ensuite est venu le scandale. Le 1er janvier 1965, Soupy a regardé la caméra et a dit aux enfants de se faufiler dans la chambre de leurs parents pendant qu'ils dormaient et de prendre de petits morceaux de papier vert avec des photos de gars avec des barbes. Il leur a demandé de lui envoyer ça par la poste à la chaîne 5. Il a dit qu'il recevrait des cartes postales de Porto Rico. Certains parents ont ri. Chunk 8 Hoss. La plupart ne l'ont pas soit fait. Quand EW a été inondé de plaintes, la FCC s'en est mêlée. Le Congrès a commencé à en parler. Sells a dit qu'il n'avait reçu que quelques dollars et de l'argent de Monopoly. D'autres ont dit que c'était plus comme 80 000 dollars. Il a été suspendu pendant 2 semaines. Le 18 janvier, il est revenu et les fans étaient ça a été plus bruyant que jamais. Ce n'était pas son seul coup d'éclat. Dans un épisode des années 1960, l'équipe l'a piégé. À 12h27 précise, il a ouvert une porte s'attendant à une farce. Au lieu de cela, il a vu une femme nue. Il s'est figé, mais la caméra avait été commutée pour ne montrer que son visage choqué. La farce a fonctionné. Le public n'a rien vu, mais Soupy a pensé que sa carrière était terminée dans cette seconde figée. Dans un autre gag, White Fang a mal lu la lettre F comme K pendant un jeu d'alphabet. Soupy a crié « Chaque fois que je vois F, tu vois K ». La blague était pour les adultes, pas pour les enfants. Les plaintes ont suivi, mais c'est aussi devenu légendaire. Les parents ont compris, les enfants ne l'ont pas fait. Soupy a juste souri. Puis, en 1974, quelque chose d'étrange s'est produit. Un jeune homme du nom de Léon Louis, âgé de 19 ans et travaillant pour les CB de la Marine, a engagé son commandant lors d'une formation matinale devant 700 personnes. Ce n'était pas une blague pour l'armée. L'affaire a été portée devant les tribunaux et ils ont appelé Soupy comme témoin. Il a dit qu'il avait pris plus de 19 000 tartes à la crème et qu'il n'avait jamais été blessé. C'était de la comédie, pas un crime. Mais le jeune homme a quand même été rétrogradé, a reçu une amende de 400 $ et a été confiné pendant 6 mois. En mars 1966, l'émission a été annulée. Même si elle était présente dans 50 marchés, y compris au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, les réseaux ont arrêté les émissions internes et ont acheté des émissions syndiquées moins chères. Les commanditaires se sont retirés après la blague de l'argent. Chunk 9. Soupy a disparu de la télévision pendant 2 ans. Il a vécu de ses économies. Puis, en 1968, il est revenu avec une nouvelle version, cette fois avec des règles plus sèches, plus strictes et des producteurs plus prudents. En 1976, il a animé Junior Almost Anything Goes, un jeu télévisé du samedi matin rempli de cascades folles. Il a duré jusqu'en 1977. Avant cela, il avait testé un autre pilote de jeu télévisé appelé Way Out Games. Les enfants roulaient dans la boue, couraient des parcours d'obstacles et riaient. Ça a marché. Soupy s'est parfaitement intégré. En 1978, il a fait un énorme retour avec le nouveau SUP. Il y a eu 65 épisodes. Un soir, Alice Cooper est venue. Une tarte l'a frappé en plein visage. Les enfants ont applaudi. Les fans de métal ont regardé avec incrédulité. C'était un mélange étrange, et ça a marché. Dans les années 1980, Soupy ne faisait plus seulement de la comédie burlesque. Il a joué dans La croisière s'amuse et Arabesque. Il a animé une émission de radio sur WNBC. Il n'était pas seulement pour les enfants, il était en train de devenir un vrai acteur. Et pourtant, il a continué à lancer des tartes à la crème. Soupy Sales était à la télévision tous les jours, mais cela a coûté sa famille. Pendant des années, il a travaillé 11 heures par jour. Il avait une émission de midi pour les enfants et une autre émission de comédie en direct à 11 heures du soir. Cela ne lui laissait pas de temps de tamper à la maison. Il a fait ça pendant si longtemps que ça a brisé son mariage. En 1969, après 29 ans ensemble, sa femme Barbara l'a quitté. Ses fils Tony et Hunt l'ont à peine vu grandir. Ils n'ont jamais oublié que le temps qu'il a manqué ne pouvait pas être réparé plus tard. Chunk
10. Il a admis plus tard que ses longues heures avaient ruiné son mariage, l'avaient épuisé et avaient déchiré sa famille. Cette même année, en 1969, Tony Sales a été victime d'un accident de voiture si grave que les médecins ont cru qu'il était mort. Il était sous l'emprise de la cocaïne quand il a percuté un arbre. Le levier de vitesse s'est enfoncé dans sa poitrine. Il est tombé dans le coma pendant 8 mois. Chaque jour, sa petite amie venait et le laissait sentir son parfum. C'était tout ce qu'il pouvait ressentir. Il est tombé à seulement 80 Beatles. Quand il s'est réveillé, les médecins ont dit qu'il ne s'en sortirait pas, mais il a vécu. Un seul musicien de renom est venu le voir à l'hôpital. C'était David Bowie, et ça voulait dire quelque chose. Pendant que Tony se battait pour revenir, son frère Hunt était perdu dans l'héroïne. Pendant des décennies, il est resté accro. Il s'appelait lui-même un junkie professionnel. La plupart des héroïnomanes ne vivent pas plus de 15 ans. Il a survécu à ça d'une manière ou d'une autre, mais ça lui a tout coûté. David Bowie s'est mis en colère pendant leur séjour dans le groupe Tin Machine. Hunt était trop loin pour suivre. Un autre membre du groupe, Carlos Alomar, a dit que la dépendance de Hunt avait mis fin au groupe. Même si Bowie avait tout donné pour que ça marche, c'était douloureux parce que la dépendance de Hunt ressemblait beaucoup à la consommation d'alcool de son père, une malédiction transmise. Hunt a dit plus tard que le jour où il a finalement arrêté, tout a changé. Il a dit « J'ai survécu à ma dépendance » et quand il a recommencé à s'intéresser à nouveau, il a eu l'impression que l'univers s'était rouvert. Suppi lui-même avait lutté avec acharnement contre l'alcool dans les années 1970. C'est à ce moment-là que son mariage s'est effondré. Ce n'était pas seulement le travail, c'était aussi la boisson. Dans son livre, il a dit que l'alcool l'avait presque détruit. Il se produisait sans arrêt et avait l'impression de devoir suivre le rythme d'une manière ou d'une autre. Mais boire n'a fait qu'en s'empirer les choses. La pression de rester célèbre l'a poussé à la bouteille, et la bouteille l'a éloigné de sa famille. Chunk 11. Et puis, ses fils ont suivi le même chemin des années plus tard avec la cocaïne et l'héroïne. Toute la famille s'est fait prendre là-dedans. Après le divorce, quelque chose a changé. En 1980, Suppi s'est remarié, cette fois avec Trudy Carson, une danseuse de 20 ans sa cadette. Cela a apporté un peu de paix dans sa vie. Elle est restée avec lui jusqu'à la fin. Trudy a pris soin de lui lorsque sa santé a commencé à décliner. Elle a aidé à gérer sa succession, a travaillé avec son ancien manager, Janet Osseroff, et s'est assuré que plus de 100 de ses émissions soient rediffusées sur Jewish Life TV et Retro TV. Son deuxième mariage a duré 29 ans aussi. Mais cette fois, il n'a pas brisé. Même si Tony et Hunt étaient en colère contre leur père d'avoir manqué leur enfance, ils ont quand même trouvé leur propre succès. Ils sont devenus un puissant duo de musique, l'un à la basse, l'autre à la batterie. Ils ont travaillé avec Iggy Pop, puis ont attiré l'attention de David Bowie. Cela a mené à leur groupe Tin Machine de 1988 à 1992. Ils ont aidé Bowie à trouver un nouveau son. Le groupe a vendu 2 millions d'albums. Mais derrière la musique, la douleur de l'enfance n'est jamais partie. Suppi a couru après la gloire. Ses fils ont couru après la musique, mais tous les trois portaient les mêmes cicatrices. Puis, vint 1995. Suppi avait 69 ans et était aux Emmy Awards à New York. En quittant la scène, il est tombé dans des escaliers cassés au Copacabana. Sa jambe s'est cassée, son quadriceps gauche s'est déchiré près du genou. Il a eu une douleur constante après ça. Il a poursuivi l'organisation des Emmy et le club. Après 3 ans devant les tribunaux, il a réglé l'affaire pour 200 000 $ en 1998. Mais il n'était pas content. « J'ai une douleur terrible », a-t-il dit, et ça ne s'est jamais amélioré. Après cette chute, sa santé n'a fait qu'empirer. La jambe ne s'est jamais bien guérie. Chunk 12. Elle s'est infectée encore et encore. Les infections se sont propagées. Les médecins ont continué à faire des opérations, mais il était trop faible. La douleur ne s'est jamais arrêtée. Il devait utiliser des aides à la marche.
L'homme qui dansait et riait autrefois à la télévision pouvait à peine bouger. Les factures d'hôpital se sont accumulées. Il a cessé de se produire. Chaque année, son corps cédait un peu plus. Puis est venu le cancer. Personne n'a dit de quel type, mais il est venu après des années d'autres maladies. En 2009, il est entré dans un centre de soins palliatifs dans le Bronx. Il avait 83 ans. Il a passé ses derniers jours au Calvary Hospice, non loin de l'endroit où il avait autrefois travaillé dans des studios remplis de lumière et de rire. Il est décédé le 22 octobre 2009 à 21h51. Son ancien manager, Dave Usher, a dit que son corps était en déclin depuis longtemps. Soupy avait commencé à Détroit dans les années 1940 à faire rire les gens pendant 60 ans, puis est décédé tranquillement, loin des projecteurs. En 2001, il a écrit un livre intitulé Soupy Says. Il racontait des histoires que la plupart des gens ne connaissaient pas. Il était le seul enfant juif à Franklin, en Caroline du Nord, grandissant au milieu de la haine et du racisme. Il a plaisanté en disant que le Ku Klux Klan local achetait leurs draps dans le magasin de son père. Mais il y avait une vérité plus sombre. Il a dit qu'il avait vu un jour un homme noir lynché par une foule après une bagarre avec un gérant de théâtre blanc. L'homme a été pendu à un poteau téléphonique au milieu de la ville. C'était quelque chose que Sup avait oublié. Même avec tout ça dans le livre, peu de gens l'ont acheté. Sa renommée s'était estompée. Dans ces dernières années, il a à peine fait des apparitions publiques. L'une des dernières était en 2003. Il s'est levé pour prendre une dernière tarte à la crème au visage pour le bon vieux temps. Chunk 13. Mais même ça a été difficile. Il ne pouvait pas rester debout très longtemps. Il avait trop mal. Les amis ont cessé de venir. La plupart du temps, il était à la maison ou dans un lit d'hôpital. Pour quelqu'un qui a autrefois apporté tant de joie, ces dernières années ont été silencieuses. Il a été enterré au cimetière Kensico à Valhalla, New York. Ses funérailles ont réuni des musiciens de jazz et de vieux noms de la télévision, parce que, de retour à Détroit de 1953 au début des années 60, Soupy avait utilisé son émission de fin de soirée pour mettre en lumière les légendes du jazz. Miles Davis a joué dans son émission 6 fois. Duke Ellington, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Charlie Parker sont tous venus. Soupy avait même la seule vidéo connue de Clifford Brown jouant en 1955. Il était un comédien, mais il a préservé l'histoire sans même essayer. Dave Usher, qui a géré à la fois SPI et Jazz Records, a dit que le rôle de Sup dans le jazz n'a jamais été vraiment apprécié. Son héritage comique est resté fort. Il a pris 20 000 tartes à la crème au visage. Il est apparu à la télévision en direct plus de 5 000 fois. Il a inspiré Pee Wee Herman et a aidé à façonner la comédie absurde. Une fois en 1965, il a dit aux enfants de prendre du papier vert avec des photos de présidents dans le portefeuille de leurs parents et de lui envoyer ça par la poste. Ils l'ont réellement fait. Il a été suspendu pendant 2 semaines, mais c'était Soupy. Il a repoussé les limites et s'en est moqué. Frank Sinatra, Shirley Mlan, Tony Curtis et Judy Garland ont tous pris des tartes avec lui. Il était chaos et charme, et les gens l'ont aimé même après sa mort. L'histoire a continué. Le 25 janvier 2019, Hunt Sales a sorti son premier album solo. Il l'a appelé Get Your Together, sous le nom de Hunt Sales Memorial. Une chanson, One Day, parlait de vouloir revoir ses parents. Il avait 68 ans à ce moment-là. Il avait joué de la batterie sur Lust for Life et avait aidé Bowie à se réinventer. Mais maintenant, c'était juste sa propre voix. Il a fait l'album à Austin, au Texas. Chunk X14. Il a dit que cette ville était plus gentille que le monde impitoyable dans lequel il a grandi. Pour lui, l'album était une guérison. Pour son père, c'était un hommage.